Katia Luxin est responsable de la communication chez Engie. Oui, j'ai bien dit Engie, et non, je n'ai pas besoin de vous présenter cette très belle entreprise qui évolue, comme son nom l'indique, dans l'énergie. Cela fait un petit peu plus de 25 ans que Katia travaille chez Engie. Et vous verrez que lorsqu'on lui a confié ce fameux projet GET, Global Enterprise Transformation, bref, de la conduite du changement d'une très belle marque comme Engie, et ce dans 30 pays, eh bien oui, il fallait quelqu'un de hautement chevronné, bref, une championne de la com comme Katia. Alors je ne vais pas aller par 4 chemins, écoutez Katia Luxin, responsable de la communication chez Engie, vous parler de ce projet absolument passionnant et d'une envergure colossale. Cela fait maintenant 3 ans qu'elle travaille dessus et c'est loin d'être terminé. Quant à moi, je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et je ne vous le cache pas, j'ai pris un très très grand plaisir à revenir chez Engie pour interviewer Katia. Très très bonne écoute, et n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple et Spotify. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Katia. Salut Laurent. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Merci à toi de m'accueillir chez Engie. Merci à toi d'être venu Je t'en prie. chez nous. Ah oui, alors le campus est absolument magnifique. Tu as vu ? Ah oui, il est tout neuf, récent. On a emménagé en octobre pour certaines vagues. Et puis nous, mon programme janvier. Donc non, c'est très plaisant. Tu as vu ? Ça date d'hier et avec le printemps qui arrive, mon Dieu. Alors écoute, on a pris d'assaut les jardins extérieurs, donc c'est magnifique. Exactement. Alors, Katia, on va parler avec toi du métier de responsable communication, qui est un métier qui, pour moi, je l'avais dit sur LinkedIn, qui est un peu entre le marteau et l'enclume. Alors, rien de négatif, mais c'est la stricte réalité. Il y a, en général, en tout cas en France, un DIRCOM, des responsables com ou un responsable com, et ensuite des chargés de com, et puis après des chefs de projet. C'est loin d'être évident, c'est du management. C'est presque être DIRCOM. Et on va en parler justement avec toi parce que tu es exactement dans ce cas-là. Mais Katia, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous présenter, allez, en 2 mots, s'il te plaît, la maison Engie, et te présenter parce que tu as une fonction assez spécifique. Cette maison, tu la connais depuis très longtemps. Absolument. Tu es rentré, allez, oui, j'allais dire au siècle dernier. Non, j'exagère, pardon. Non, peut-être pas si loin, mais je fais partie des bébés Engie, on va dire ça. Voilà. Exactement. Qui ont grandi au sein de l'entreprise, oui. Exactement. Donc, je te laisse nous présenter Engie, puis te présenter toi. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, merci. Donc, merci aussi de m'accueillir. Je suis ravie aussi de faire partie de cet épisode. Donc, effectivement, moi, j'appartiens à la grande famille Engie. Donc, Engie, c'est l'une des entreprises leaders de la transition énergétique. Donc, du coup, on est un groupe international présent dans 30 pays. Et on a, on va dire, en termes de raison d'être et de piliers, en fait, on est présent sur 4 grands domaines de l'industrie. Donc, qui sont toute la partie stockage, on va dire réseau, à la rigueur, transition, network, infrastructure. Donc, à la fois pour la molécule et pour les électrons, donc gaz et électricité. Et on est également présent sur toute la partie efficacité énergétique, donc tout ce qui est services, réseau de chaleur, services énergétiques pour les entreprises, les collectivités. Donc là aussi, on est présent sur cette activité-là. On est également présent sur tout ce qui est la partie renouvelable et génération d'électricité. Donc, et on est également aussi présent sur tout ce qui est trading. Voilà, si je devais résumer à peu près la maison Engie. Donc 4 grands piliers d'activité. Alors, 4 énormes piliers d'activité. Exactement. Si tu cites quelques marques d'Engie, est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes comme ça ? Je pense que ça parlera peut-être un petit peu plus aux gens. Tout à fait. Tu as, on va dire aujourd'hui rebaptisé LEI, Local Énergie Infrastructure. Donc ça, c'est LEI. Donc c'est une grande branche qui fait toute la partie services énergétiques. Donc Cofeli ferait... Exactement, ça en fait partie des anciennes... c'est pour ça que je dis ça, je sais que tu connaissais bien effectivement Cofeli. Donc ça fait partie de ces grandes marques qui sont aujourd'hui sur le marché, à la fois pour les collectivités, les entreprises. En termes d'autres grandes marques, Engie Green, donc plutôt spécialisé dans tout ce qui est renouvelable, donc on va dire tout ce qui est solaire, donc éolienne et bien sûr panneaux solaires. Donc ça fait partie des grandes entreprises aussi françaises. Et puis il y a la marque Engie aussi, tout simplement. Alors bien sûr, il y a la marque Engie, donc qui est le grand groupe, et puis ensuite en dessous tu as ce qu'on appelle les marques ombrelles, effectivement toutes les marques du groupe. Ok, merci à toi. Alors moi je connaissais Cofeli, mais ça date d'il y a un petit peu de temps. Exactement. Je suis désolé d'être boomer, eu égard à ça, mais en tout cas.
eux, c'était tout ce qui était service et j'en garde un excellent souvenir de cette collaboration avec eux. Il y a aussi une maison comme Storengy. Storengy aussi, effectivement, que je n'ai pas cité alors que j'en ai fait partie pendant des années, exactement. Donc Storengy, spécialisé dans le stockage de gaz souterrain, donc à la fois en France, en Angleterre et aussi en Allemagne, donc, et qui participe à la souveraineté énergétique française et aussi européenne. Donc c'est important de le rappeler en ces temps de crise. Ouais. Merci à toi de le dire parce qu'en effet c'est extrêmement compliqué, mais on va pas parler de ça aujourd'hui, on va parler de toi. Merci pour toutes ces marques. Alors évidemment je connaissais Storengy puisque on fait un petit coucou à Pierre Drillon, son DIRCOM, il est toujours DIRCOM. Il est toujours chez nous. Et ben voilà, exactement. Bravo Pierre, un homme qui aime la plongée sous-marine. Exactement, tout à fait. Ouais. Et c'est un des premiers à être passé, chers auditrices, auditeurs, dans le décodeur de la com. Donc les pionniers sont toujours chers à mon cœur, pardon, tu vois, j'en bafouille l'émotion. Ça fait 20 ans que tu es dans cette maison, un petit peu plus. À peu près, c'est exactement. Depuis 2003, si je dis pas de bêtises. Oh, plus, 1999. Ah bah oui, donc c'était le siècle dernier. C'était le siècle dernier, pas très loin. Et il s'avère que tu commences en faisant du commercial. Et Absolument. Puis, tu décides de faire de la communication. On va pas revenir là-dessus. Tu m'as raconté, l'histoire est absolument passionnante, mais tant pis pour vous, chers auditrices et auditeurs. On va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans ce groupe où tu as énormément évolué, où tu as fait énormément de choses, où tu as eu des vraies responsabilités, sans être DIRCOM, et c'est pas du tout péjoratif ni négatif ce que je suis en train de te dire, bien au contraire. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Parce que c'est assez intéressant, il y a du changement comme dans tous les grands groupes internationaux. Tout à fait. Tu fais de la conduite du changement. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a strictement rien dit, surtout que tu es communicante et ça on va rester clair là-dessus. Ouais, ce n'est pas une consultante de chez McKinsey qui est déguisée chez Engie. Non, Katia, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais parce que c'est beaucoup de com interne. Hein. Oui. Et c'est passionnant, c'est multilingue, français à minima et évidemment l'anglais. Anglais, exactement. Bref, je me tais. Explique-nous ce que tu fais parce que je ne suis pas convaincu que beaucoup de gens sachent que ce genre de poste existe dans une très très belle entreprise comme la tienne. Donc, merci pour l'opportunité. Donc moi, effectivement, responsable de la communication au sein d'Engie et plus spécialement pour le programme de transformation. Donc nous, on l'appelle à l'interne. C'est notre petit nom GET. Donc c'est Global Enterprise Transformation. Donc c'est le programme de transformation et qui embarque en fait. L'objectif, c'est de se dire, on a revu la stratégie en 2021 du groupe. On a effectivement resegmenté les activités pour avoir 4 grands piliers, ce que je te disais tout à l'heure. Et on s'est aperçu qu'en fait, en termes de méthode de travail, de processus, tout le monde, en fait, dans les 30 pays où on était, chacun finalement travaillait un peu comme il souhaitait. Après ça, c'est lié, je dirais, à l'historique, des rachats d'entreprises, une façon de travailler totalement différente et culturellement aussi différente. Et donc le groupe, donc notre COMEX, a décidé, l'idée par Catherine McGregor, de revoir la façon de travailler. Et ça faisait partie donc des enjeux du groupe de se dire, en termes d'ambition, on veut pouvoir harmoniser l'ensemble des salariés qui travaillent au sein du groupe. Alors, c'est du méga lourd, parce que tu le dis très justement, et c'est inhérent à toute entreprise qui plus est internationale. Chacun a sa manière de travailler. Un Américain bosse pas comme un Anglais, qui ne bosse pas comme un Italien, ni comme un Français. Bon, avec des réglementations différentes aussi, hein, on rajoute ça, parce que sinon ça serait trop facile. Absolument, bravo, l'administratif, le réglementaire, mon Dieu. Et vous faites un métier chez Engie qui est extrêmement réglementé, vous ne faites pas n'importe quoi, fort heureusement. Et quand on t'apprend ça, tu travaillais auparavant chez Storengy, mais on va y revenir. Tu te dis, je vais faire de la communication interne. Est-ce que tu ne t'es pas dit, et je suis volontairement un peu... Je viens te titiller, tu t'es pas dit, au bout de 20 ans de métier, faire de la com interne, est-ce que c'est pas un peu un second rôle ? Tu t'es pas dit ça ou est-ce que tu t'es dit au contraire, mais non, c'est une opportunité géniale? Non, alors je me suis dit honnêtement, je venais de finir le projet de transformation de Storengy, donc à l'échelle, je dirais France, parce que c'était exactement le même programme, c'est-à-dire transformer la façon de travailler des différents sites de Storengy, il y en avait une dizaine. Et donc j'ai eu cette opportunité-là qui m'a été présentée. Et donc ce que je me suis dit, c'est que j'avais envie de retravailler à l'international. Première chose. J'avais envie, effectivement, de contribuer à la transformation du groupe, parce qu'on était en plein aussi dedans, je te disais, la réorganisation du groupe. Et puis aussi, très clairement, pour ma culture professionnelle, c'était aussi de me dire, c'est l'occasion de comprendre les processus du groupe. Pourquoi on les transforme ?
Pourquoi ? Moi, je suis responsable de la communication. Alors forcément, j'intègre les produits, j'intègre les sites, j'apprends effectivement des sites et je valorise finalement l'activité industrielle du groupe. Ça a été mon métier jusqu'à présent. Et là, j'ai eu l'opportunité de dire, tu as la partie actif, tu as la partie industrielle et tu vas voir la partie vraiment processus. Pour connaître vraiment le groupe, c'est bien aussi de savoir pourquoi on crée des processus financiers de cette façon, pourquoi les achats sont régulés ou produits de cette façon, pourquoi les sites, on leur demande de faire telle ou telle activité. Et pour moi, c'était l'opportunité d'aller un cran encore plus loin au sein du groupe et de comprendre vraiment l'ADN du groupe, en dehors de son ADN d'activité, je dirais. Mais d'être finalement au cœur du réacteur. Exactement. Ma question, chères auditrices et auditeurs, elle était volontairement un petit peu piquante pour Katia, et comprenez bien que, primo, faire de la communication interne, mais au sens le plus large du terme. 1, ce n'est pas jouer en Ligue 2. 2, c'était pour toi être au cœur de ce réacteur, et c'est encore mieux comprendre une maison qui est en train de se transformer, et c'est pas une TPE, c'est pas une PME, c'est un grand groupe international, donc je comprends parfaitement. Très concrètement, maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Alors concrètement, quand tu es responsable de la communication au sein d'Engie pour le programme de transformation Get. Donc mon rôle, ça a été d'abord, donc moi j'y travaille depuis février 2023, donc ça fait bien 3 années. Et donc mon rôle, c'est d'abord de faire la cartographie, on va dire, de l'ensemble de nos parties prenantes internes et de voir comment on va venir leur expliquer pourquoi le groupe se transforme. Quels sont les bénéfices pour chaque entité, pour chaque pays, et comment chacun va pouvoir contribuer à ce changement. Mon rôle, c'est d'apporter une clarification sur pourquoi le groupe se transforme, comment on peut accompagner l'ensemble des collaborateurs pour prendre en main ces nouveaux processus, ces nouveaux outils qui sont mis à leur disposition, et puis aussi démystifier, rassurer, parce que c'est aussi ça, on arrive sur des actifs ou sur des pays, des entités qui fonctionnent très clairement, ça fait 20 ans, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans qu'ils fonctionnent, qui produisent des résultats, qui vendent leurs molécules ou leurs électrons, gaz ou électricité. Et on pourrait se dire, mais ça fonctionne, pourquoi changer ? Pourquoi changer ? Pour rationaliser, pour harmoniser, pour réduire les coûts aussi. Donc c'est tout un dispositif qui veut rendre le groupe plus performant. Et le rôle de la communication, c'est à la fois d'expliquer pourquoi c'est important de le faire aujourd'hui, et c'est aussi d'expliquer comment on va accompagner l'ensemble des collaborateurs sur le terrain, les rassurer. Je suis d'accord avec toi qu'il faut rassurer. Mais première chose, je me dis, mais mon Dieu, taper à la porte de toutes ces parties prenantes, de tous ces gens, de tous ces collaborateurs, et il doit y avoir peut-être un petit peu d'externe aussi, mais dans plusieurs pays, 30 pays tu l'as dit. Mon Dieu, mais comment tu as fait ? Alors, je ne suis pas toute seule pour faire ça, je le rassure. Moi, je fais partie de l'équipe adoption on peut le traduire aussi par la conduite du changement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et donc après, il faut comprendre que chaque année, depuis 2025 maintenant, tu as plusieurs pays, on appelle ça des vagues, tu as plusieurs pays qui sont préparés pour accueillir les nouveaux processus et les nouveaux outils Get. Donc, tu as toujours des équipes projets au niveau d'Engie, un campus, on va dire, du programme central. Et puis, tu as aussi, pour chaque pays, tu as un peu le même pendant d'équipe qui est mis en place. Et donc moi, localement, je travaille avec ce qu'on appelle les responsables de la conduite du changement. Donc chez nous, c'est les adoption leads. Et donc moi, je travaille avec eux pour les accompagner, pour leur fournir un kit de communication prêt à emploi avec toutes les phases du projet du programme qui dure 12 mois avant l'implantation des nouveaux outils et des nouveaux processus. Et pendant 12 mois, tu as des périodes, on va dire, un peu obligatoires de communication qui doivent être faites. Donc moi, mon rôle, c'est de fournir un plan de communication type pour les 30 pays et de m'assurer que localement, ça soit suivi, ce soit amendé, et ce soit même, je dirais même aussi amélioré, parce que comme il y a des différences culturelles, il faut pas oublier, moi je le fais avec mon prisme, si je puis dire, français, mais ensuite il faut aussi s'adapter et écouter la culture locale. On est bien d'accord. Ouais. La France, c'est pas l'Angleterre, qui n'est pas l'Italie, qui n'est pas l'Espagne. Qui n'est pas le Pérou. Qui n'est pas... Si je peux me permettre. Petite blague. Non, mais tu as raison. Quand tu me dis je bosse avec des gens de la conduite du changement, c'est quoi leur métier ? Alors, conduite du changement, sans rentrer dans le détail, parce que ça veut tout et rien dire, mais c'est quoi ? Ce sont des ingénieurs ? C'est qui ces gens avec lesquels tu bosses ? Alors, ce qui est bien sur la partie adoption, c'est que tu vas voir tous les profils. Tu as des fois des personnes qui viennent, pour le coup, là, pour le Middle East, on a une responsable de la conduite du changement, donc Adoption Lead, qui a une casquette plutôt financière. Donc, qui connaît bien les processus de la finance et qui s'est proposée pour être la responsable de la conduite du changement. Ce qui est important quand on est Adoption Lead, responsable de la conduite du changement, c'est de connaître l'entité dans laquelle on travaille,
pour pouvoir accompagner, identifier les résistances et pouvoir travailler sur les messages clés qui seraient les plus pertinents. Mais ça veut dire que pour toi, en tant que communicante et qui coordonne la communication Exactement. de ce projet dans 30 pays, je vous le rappelle, chers auditrices et auditeurs, avec des différences culturelles, Absolument. des différences de structure qui marchent d'une certaine manière, on l'a dit en introduction, il faut que tu parles plusieurs langues. Je m'explique. Je parle pas de l'anglais versus le français. Je parle que tu dois comprendre, par exemple, cette personne qui est en Middle East, au Moyen-Orient, c'est une financière. Tu as intérêt à comprendre ce qu'elle te dit. Exactement. Comment est-ce que tu fais, Katia? Alors, la maison, tu la connais bien évidemment. Mais, mon Dieu, tu t'es pas arraché des cheveux au tout début? Ah si, je pense que si, c'est le baptême du feu, justement, du programme. Je crois que c'est ça. En étant honnête, non. Quand je suis arrivée, alors en plus, je dois dire que je suis arrivée avec mes yeux un peu Storengy en disant, je connais, je l'ai déjà fait, un petit peu le programme pour Storengy en France. Et en fait, tu vois quand même que quand tu es sur 30 pays, l'échelle et l'impact est quand même différent, considérable. Et effectivement, il y a eu quand même une longue période d'apprentissage. Mais je dirais comme pour chaque nouveau métier dans la communication, c'est-à-dire que quand tu arrives si tu viens de la banque et tu changes d'entreprise et tu travailles dans l'automobile, tu vas avoir besoin de t'approprier l'ensemble des produits qui sont proposés et que tu vas devoir valoriser aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Et la différence, c'est que moi, je valorisais des sites industriels jusqu'à présent et aujourd'hui, je valorise des processus internes et des outils qui sont mis à la disposition des collaborateurs Engie pour que demain, quand ils vont accueillir Get, l'écosystème, la solution Get, ils soient, on va dire, plus ouverts et que le changement se fasse de façon plus facile. Dit comme ça, le big picture, il est assez simple, hein. Sauf que la réalité du sport, comme tu l'as dit très justement, c'est que tu avais fait ça chez Storengy, mais c'était, entre guillemets, systématiquement la même chose. C'était des sites industriels, qui est loin d'être facile. Français, voilà. Dans différentes régions de France, mais bon. Le périmètre était beaucoup plus petit. Mais là, c'est une autre paire de manches et tu rajoutes qui plus est la culture locale. Absolument. Comme tu l'as dit, le Pérou, c'est pas la France ni l'Italie. Alors toi, évidemment, tu as vécu à l'étranger, tu as vécu à Londres, et cette acclimatation culturelle, elle a été complexe pour toi ou ça a été easy peasy? Ah non, c'était facile. Parce que, alors justement, je pense que d'avoir déjà travaillé depuis longtemps dans des environnements internationaux, donc chez Storengy, à Londres, mais avant Londres, je travaillais déjà pour l'exploration-production d'Engie et j'étais déjà sur l'international. Donc, du coup, non, c'était même facile et c'est aussi l'attrait aussi du poste, de pouvoir travailler avec des cultures différentes, de prendre aussi en considération les aspirations de chacun. Et moi, justement, quand je présente le plan de communication avec les Adoption Leads, je leur dis toujours, ça, c'est la base que l'on vous propose. À vous ensuite de l'adapter à vos spécificités locales. Mais qui le fait? Soit c'est moi, parce que selon les équipes, il y a pas de communicant toujours partout disponible. Et ça, on va le dire, c'est très souvent moi qui le fais avec le responsable de la conduite du changement local. Ok, alors tu as fait ça avec quel pays? Alors, pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai fait ce qu'on appelle chez nous le template pour la newsletter pour le Middle East. Donc, ça englobe South Africa pour nous, les Émirats Arabes Unis et puis l'Arabie Saoudite. Et donc, tout ça en anglais, effectivement, parce que c'est multiculturel. Et en Europe, on a terminé en janvier. On a fait toute la communication et ce qu'on appelle la bascule, le go live dans notre jargon interne, pour Engie Green. Justement, pour toute la partie, ce qu'on appelle Jumps, qui est maintenant Energy, Management et Giant France, donc la partie trading, côté France, et toute l'activité de Engie au Chili. Donc ça, on a préparé avec les équipes locales de conduite du changement, et aussi donc moi, toute l'année dernière, tous les templates pour préparer la communication. Est-ce que tu t'es heurté, comme toute bonne communicante, avec ces parties prenantes qui sont, allez, on va dire clairement les collègues, qui ne parlent pas le langage de la communication? Pas tous, mais certains ne parlent pas, mais ils sont très bons. Il y a beaucoup d'appétence pour la com. Merci de le rappeler. Ouais. J'ai le souvenir de cette maison quand j'ai bossé avec elle, qu'il y avait des gens qui n'étaient pas nécessairement des gens qui venaient de la communication ni du marketing, en tout cas des métiers proches d'une autre, et qui comprenaient parfaitement les choses et qui savaient particulièrement bien expliquer des choses très complexes de manière, entre guillemets, simple. Je mets des guillemets simples, mais en tout cas intelligible. Intelligible, ouais. Donc, quand tu t'es retrouvé face à tes collègues, est-ce que tu as perçu une culture d'entreprise Engie global? Est-ce que tu te dis, où qu'on soit au Pérou, au Middle East ou en France ou en Angleterre, est-ce que tu perçois un très gros socle commun d'Engie en termes de culture? Oui, moi je dirais c'est la fierté
tu vois, l'appartenance à l'entreprise et de se dire que chaque jour, quand tu viens sur ton site, parce que c'est beaucoup de sites industriels aussi, après, bien sûr, on a les fonctions, ce qu'on appelle les fonctions support avec la finance et les achats, mais le gros, quand même, du changement impacte les sites industriels. Et tu vois qu'il y a vraiment un socle commun de fierté, quoi qu'il arrive, le travail continue, une envie de reconnaissance aussi, et de toujours bien faire. Donc, c'est pour ça que quand tu arrives avec un projet transfo, les gens se disent, ça fonctionne aujourd'hui. Donc, je veux bien faire, mais il faut m'expliquer pour que je puisse demain faire correctement comme je peux le faire aujourd'hui. Donc la résistance, il faut toujours la voir en fonction de qu'est-ce qu'on vient changer chez eux, pourquoi on le fait et qu'est-ce que ça va leur apporter. Et c'est là-dessus où il faut rassurer en fait. Qu'est-ce que tu as fait justement pour rassurer les gens? Parce que c'est toujours la conduite du changement, le changement fait toujours peur à tout le monde. Absolument. Tout le monde en veut, mais au final, quand ça arrive... Même dans notre quotidien, sans être professionnel. On veut que ça change, mais pas trop. Voire pas du tout, même si tout le monde est plutôt d'accord pour que ça change, pour que ça bouge, tu sais. Mais qu'est-ce que tu as mis en place pour rassurer justement tes collègues à travers le monde? Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'essaye d'organiser régulièrement des points avec les responsables de la conduite du changement dans les pays pour justement essayer de voir par rapport à ce que moi je leur fournis, est-ce qu'il y a des choses à modifier parce que ça ne rentre pas dans la culture du pays, parce que nous, on voit ça, moi je le vois avec mon prisme français. Donc oui, on adapte finalement les outils de communication qui sont produits pour pouvoir répondre à la façon, je dirais même à la consommation de la communication localement. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est se dire, on peut toujours arriver en se disant ça a fonctionné dans tel pays, ça va pas forcément fonctionner de la même façon dans un autre pays. Donc il faut avoir en tête, et je pense que la principale qualité d'un communicant, c'est l'écoute, la remise en question et savoir se dire là ce que j'ai fait c'était bien pour tel pays, là il y a besoin de plus accompagner, de faire davantage, de faire différemment, et c'est cette capacité toujours à revoir, flexibilité, agilité, de se dire en fait, là je vais travailler pour les États-Unis, là je travaille pour l'Italie, je vais commencer avec les Pays-Bas, avec l'Angleterre aussi. Donc à chaque fois, c'est être en capacité de s'adapter à notre public pour pouvoir répondre à leurs interrogations, leurs inquiétudes, ou simplement à des questions qui peuvent être aussi des questions simples. Mais c'est vraiment l'adaptabilité. Mais il faut y répondre à ces questions. Absolument. En apparence simple. Ouais. Moi, je trouve ça sensationnel. Ouais, moi aussi. Ayant vécu à l'étranger et puis aimant quelque part la culture entre guillemets internationale, je trouve ça génial. Mais n'y a-t-il pas eu, malgré aussi ton appétence pour ça, est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où tu t'es dit « Waouh, c'est quand même parfois épuisant ». Ah, mais chez nous on dit que c'est un marathon. Donc oui, ça ne s'arrête jamais. Et donc c'est le principe du programme, parce que si on avait 5-6 pays, ça serait déjà fini, forcément. Moi j'en ai eu un à faire, ça m'a pris 1 an et demi. Donc effectivement, je sais ce que c'est. Quand tu as 30 pays, effectivement, et que tu dois faire en moyenne 5 à 6 pays par an, jusqu'à 7 même, effectivement, ça ne s'arrête pas. Donc pendant qu'il y en a qui terminent, d'autres commencent, d'autres sont sur la fin. Donc ça ne s'arrête jamais. Donc je dirais que ce qui est bien, ce qui me motive, c'est de me dire qu'en fait, on se dit, en fait, on y est arrivé pour celui-là. Il y a eu des difficultés, mais finalement, ça se gère. Les équipes, parce que moi, j'apporte vraiment la vision communication. Puis après, quand il faut être au quotidien pour rassurer, il y a aussi des équipes locales. C'est vraiment les équipes locales qui portent et qui sont au contact. Donc, c'est moi, ce qui me galvanise quelque part, c'est de me dire, on est en train de transformer toutes ces entités d'Engie à travers le monde. Et ça se fait petit à petit, ça se fait en collectivité, ça se fait en groupe. On fait tous partie finalement de la même équipe. Et l'idée, c'est de se dire, on y va à marche rapide, mais on le fait aussi en prenant en considération les exigences de chacun pour être dans un format homogène demain. Tu le fais aussi en mode marathon, c'est-à-dire c'est un marathon qui est couru assez rapidement, voire de manière très alerte. Ah oui, il faut être vif, je dirais. Agile et vif. On est d'accord, parce que si tu me dis que tu as 5-6 pays en même temps, à chaque fois, objectivement, ça doit être sincèrement assez balèze. On va dire les choses très clairement. Bon, maintenant tu as l'habitude. Donc, ça fait 3 ans, donc quelque part, je vais pas dire que c'est facile, bien au contraire, mais en tout cas tu es rodé. Il y a des réflexes, effectivement. Il y a des réflexes, exactement. Et puis j'imagine que tu évites des erreurs que tu faisais il y a encore un an. Absolument. Oui, c'est l'amélioration aussi continue du programme, c'est ça. Absolument. Aussi, Et c'est ça qui est passionnant d'ailleurs. Exactement. Sans compter toutes ces cultures que tu découvres. Et je pense que malgré tout, il y a des cultures très proches des nôtres, même si elles sont à l'autre bout du monde. Moi, je dirais les Européens de façon générale. C'est des Français bis. Voilà. Exactement. En termes d'outils, comment ça se passe? Tu me parlais du newsletter. Oui, absolument. Ça me paraît être une évidence, mais qu'est-ce qu'il y a en termes d'outils?
Qu'est-ce que moi je produis aujourd'hui, ce que je mets à disposition? Alors, il faut comprendre aussi dans la communication du programme de transfo, il y a 2 niveaux. Il y a vraiment le niveau, ce qu'on appelle nous le niveau corporate. Ça veut dire qu'on s'adresse à l'ensemble, on essaie de s'adresser à l'ensemble des collaborateurs du groupe en travaillant en collaboration avec la communication corporate d'Engie pour avoir de la visibilité et être sur les réseaux du groupe interne. Et puis, tu as le niveau, on va dire, intermédiaire, qui est toutes les parties prenantes qui participent au programme Get. Donc, on est à peu près 4000. Et puis, à chaque fois qu'on a des nouveaux pays, ça augmente. Et donc, il y a cette communication, on va dire, un peu intermédiaire. Donc ça, c'est produire des newsletters, des articles, faire des vidéos de témoignages de collaborateurs quand ils sont sur des phases plutôt de test avant le déploiement. C'est faire des vidéos aussi de collaborateurs à l'étranger quand ils sont, ça y est, en phase de adoption des outils. Et moi, pour ça, je m'appuie sur les équipes locales, encore une fois, pour pouvoir produire ces vidéos, ces contenus. Et aujourd'hui, on essaye aussi de se dire, on produit du contenu qui va être réexploité sur aujourd'hui LinkedIn, parce qu'on commence aussi à faire de la communication sur LinkedIn, à valoriser les étapes clés. Mais moi je produis de la vidéo, des articles, des newsletters. On met en avant aussi certains témoignages. L'idée, c'est vraiment aussi de montrer que sur le terrain, ça fonctionne et de quelque part rassurer les prochains en leur disant quand ça va venir à vous, quand ça sera votre tour, vous pouvez vous appuyer sur le témoignage de votre collègue qui était aller en Italie, qui était au Pérou, au Chili, parce que eux ont vécu la transfo et ils peuvent vous raconter clairement comment ça s'est passé pour eux. Comme tu le disais, ça rassure. Ouais. Et même si on n'est pas chilien, on se dit quand même, ça a marché dans tel ou tel pays, donc Exactement. On est concerné aujourd'hui, demain on ne le sera plus, parce que ça dure à peu près une année. Absolument. Et puis après, il y a de l'accompagnement pour la prise en charge des outils, mais voilà, la préparation, c'est à peu près 15 à 12 mois. 15-12 mois, d'accord. Ok, très bien. Donc, une grosse année pour faire court. Absolument. Et il est évident que ça rassure. Tout à fait. Que ça dynamise aussi, parce que j'imagine qu'il doit y avoir certains territoires qui se disent, mais on va peut-être faire encore mieux, nous. Absolument. Oui, on a, alors justement, c'est l'Afrique du Sud, là, qui, pour essayer de dynamiser, d'apporter des réponses aux collaborateurs, qui ont mis en place des quiz. Donc, l'idée aussi, c'est vraiment de se dire, culturellement, en fait, ce qu'il faut comprendre dans le métier de la communication, c'est qu'on peut pas faire la même chose partout. Du standard n'existe pas. Même si on prône de la standardisation d'outils, pour la communication, on peut mettre à disposition tout ce qui va être outils, newsletter, template avec des messages clés, mais ensuite on se heurte à la culture et comment, c'est ce que je disais un peu avant, comment est consommée la communication, localement. Et c'est là où on doit s'adapter, c'est là où on doit se dire ce qui a fonctionné pour un pays ne fonctionne pas forcément. Ce qui a très bien fonctionné pour un pays, il faut aussi peut-être le proposer aux autres pays qui arrivent. Tu vois, l'idée de faire des quiz, non pas sur je finis une période de test et je teste ma connaissance avec un sondage. Là, c'est plutôt de se dire, dans les prémices du basculement vers la solution Get, je m'assure que les gens ont bien compris ce qui va arriver et je crée un sondage pour pouvoir venir et tester et voir si j'ai besoin de faire de dernières piqûres de rappel par des webinars, par des newsletters, ce qui va venir un peu quelque part soutenir et rassurer. Donc c'est à chaque fois c'est de nouvelles en fait révélations, si je puis dire, de se dire ah ben oui, tiens, j'avais pas pensé à ça en tant que responsable de la com du programme, à faire ça parce que forcément ça marcherait peut-être moins bien chez nous en France, mais en fait dans d'autres pays il y a des choses qui marchent très très bien et c'est toujours se dire comment je me réinvente, parce qu'en fait c'est ça, c'est comment je me réinvente. Je vais pas dire chaque jour, mais presque quand même, parce que quand on est à 5 pays, 6 à 7 pays, il faut trouver à chaque fois ce qui va marcher pour un ou ce qui va fonctionner pour un autre. Donc c'est quand même toujours sur quelque chose de toujours nouveau, essayer de trouver la nouveauté, les tendances, voilà. Et tu parles après avec l'intelligence artificielle, trouver des outils qui vont t'aider à produire plus rapidement, plus facilement, voilà. Alors évidemment, l'IA, ça n'est qu'un outil dans ces cas-là, mais ça permet de gagner en productivité et puis d'adapter, des choses, justement. Mais j'allais te dire surtout quelle richesse pour toi, en tant que responsable com, en tout cas en tant que communicante. C'est absolument sensationnel parce que ça te permet de te dire, mais ah ouais, j'avais pas du tout pensé à ça. Tel territoire fait ci, Exactement. Tel autre fait ça. Tu t'es senti enrichi. Est-ce que tu t'es pris quelques, entre guillemets, claques dans la tête en te disant, ah ben j'aurais jamais pensé à ça?
Oui, après, c'est aussi... ce que j'aime bien aussi avec les responsables de la conduite du changement local, c'est qu'ils sont toujours en train de dire « Ok, c'est bien ce que tu as fait, mais nous, on va faire peut-être un peu différemment. » Et là, tu te dis « Ah, d'accord. » Mais en fait, c'est ça, c'est se dire toujours, moi, je le fais avec mon regard France. Qu'est-ce qui fonctionne? Quelles sont les tendances? Ou qu'est-ce qui fonctionne bien? Ou qu'est-ce qui est acceptable aussi au niveau corporate? Et en fait, il ne faut pas oublier que quand on est aussi loin, des fois, hein, au niveau géographique, on a aussi un peu plus les mains libres. J'ai un exemple en tête. On avait quand on a démarré le programme, en fait, on avait d'abord 3 entités pilotes, dont Engie Pérou. Et donc, moi, je fais des communications très, je vais pas dire classiques, mais très corporate. On reste sur une charte graphique qui est proche de celle d'Engie, hein, puisque le programme est endossé par Engie, donc pas de souci. Et par contre, le Pérou, ils ont créé un univers coloriel, des personnages, ils ont refait le logo Get avec un petit chapeau péruvien. Donc, tu as une certaine aussi liberté qu'il faut aussi accepter parce que la culture va faire que certains territoires vont être plus friands de quelque chose qui va être plus coloré, qui va peut-être plus les représenter que quelque chose qui vient, tu vois, de très loin et qui fait trop corporate. Donc, il faut accepter, tu vois, il y a à la fois aussi une espèce de limite en se disant, je produis, je propose, mais j'accepte aussi qu'il y ait une petite distorsion parce que localement, il y a pas les mêmes codes. Moi, quand j'ai travaillé à Londres, la communication, c'était pas pareil que quand j'étais en France. Et alors que j'ai travaillé en France pendant 5 ans pour plusieurs pays aussi. Et quand tu arrives après à Londres, on te fait comprendre, attention, les codes, la façon de parler, les mots que tu emploies sont pas les mêmes que ce que tu pourrais employer pour la même chose, pour une même campagne. Donc, alors, ça, je peux parfaitement le comprendre. Je reviens sur les péruviens qui rajoutent leur touche. Alors, moi, je suis toujours un peu partagé. J'ai vu ta tête. Moi, je l'avoue, moi, ça me gonfle parce que c'est bien beau, mais dans ces cas-là, n'importe qui fait n'importe quoi dans son coin. En même temps, ça peut parfaitement se comprendre et l'essentiel, c'est que la communication, elle passe et que ce soit malgré tout professionnel, le rendu soit professionnel. Alors, tu parlais d'un petit chapeau péruvien. Bon, ok, on va pas non plus se jeter par les fenêtres pour ça, mais c'est vrai que moi, je suis toujours, je suis pas très très fan de gens qui font leur com de leur côté, mais honnêtement, ça se respecte. Donc finalement, il y a énormément d'humilité de ta part, parce que tu ne maîtrises pas tout simplement la culture locale. Beaucoup d'adaptabilité, on vient d'en parler. Absolument, ouais. Qu'est-ce que tu en tires de ce projet? Ça fait 3 ans maintenant, il est loin d'être terminé. Du tout. Mais qu'est-ce que tu en tires, toi, à titre perso, justement, Katia? Alors, une richesse, vraiment, c'est ce que je disais, c'est sur le plan professionnel, ça permet de se remettre en question sur ce que tu produis, ce que tu imagines, ce que tu penses, la vision que tu as et l'adaptabilité pour les différents pays, les 30 pays. Donc, c'est aussi se remettre en question sur ma façon de voir les choses, comment je peux aussi m'améliorer, l'adapter et toujours être un peu avant-gardiste pour proposer des choses. Donc, ça, c'est la première. Ce que j'en retiens sur le plan aussi, moi je dirais professionnel, je te dis, c'est vraiment la connaissance des processus du groupe, comprendre comment fonctionne vraiment le groupe Engie. Donc ça, c'est aussi une richesse. Et puis, la méthodologie, tu vois, la conduite du changement, c'est un autre métier que la communication. Et moi, ce que j'en tire, je travaille avec une équipe, franchement, je le dis, qui est formidable. On rigole tous les jours, on s'entend très très bien. Et j'apprends aussi, à travers le métier de communicant, c'est quoi la conduite du changement? Comment tu accompagnes? Quelle est la méthodologie? Et ça, je l'avais vu aussi quand j'étais bien sûr chez Storengy, mais à une échelle plus grande, tu te heurtes aussi à des méthodologies qui peuvent être un peu plus approfondies. Et tu te dis, comment moi, communicant, avec ma casquette communicant, je deviens crédible aussi sur un autre pan professionnel je ne fais pas que de la newsletter. Voilà. Je pense que c'est ça aussi qui est la richesse. Ouais. Merci. En fait, c'était la question que j'allais te poser. Je connais bien les cabinets de conseil et je me dis que la conduite du changement, encore une fois, c'est un truc assez flou pour moi, mais ça existe réellement. Ça fait de très nombreuses années qu'on en parle. Absolument. Et si ça fait aussi longtemps qu'on en parle, c'est que ça existe. Et je me suis toujours dit qu'on nous prenait, nous les communicants, qu'on soit en agence, qu'on soit chez l'annonceur, donc qu'on soit en interne comme toi, un petit peu pour les gens qui font des crayons de couleur, qui ont des affiches, tu veux dire? Entre autres. Kakemono. La petite newsletter. Exactement. Et le petit événement. Et je me suis dit, ok, tu as plus de 20 ans de maison, la crédibilité elle est là, ce que tu as fait chez Storengy, ça parlait pour toi. Tu as été finalement précédé par ta réputation. Mais tu as dû à un moment, je pense, entre guillemets, non pas te faire respecter, mais en tout cas montrer qui tu étais, même si tu étais auréolé de ton passé.
Ça s'est bien passé ou est-ce que, en toute sincérité, c'était un boulot finalement, tout simplement aussi. Oui, parce que il faut rappeler que nous, les communicants, on a beau le dire, on arrive toujours à la fin. Et donc, quand on est là pour promouvoir un programme et expliquer les changements, c'est important d'abord de nous, en tant que communicants, de comprendre ces changements pour pouvoir les expliquer. Et au début, c'est comprendre les changements, comprendre les processus. Ça, c'est pas évident, hein. Je te cacherai pas, hein. La première année, c'est compliqué parce que c'est comme tout autre nouveau produit que tu dois valoriser à l'interne. Il faut comprendre avant de pouvoir toi-même l'expliquer. Donc oui, c'est pour ça que moi je parle d'humilité, parce que finalement, quand tu es communicant, tu dois apprendre à chaque fois le métier des autres pour pouvoir ensuite expliquer ce qu'ils font. Et c'est à chaque fois une remise en question de ton savoir-être, savoir-faire, qui est remis régulièrement en question en disant est-ce que tu as compris ce pourquoi tu travailles, ce pourquoi tu es là. Donc moi, oui, en termes de personnel, c'est la résilience. C'est se dire, ok, c'est dur, j'ai pas compris, c'est compliqué à expliquer. Il faut arriver à faire respecter et à expliquer que c'est pas parce que tu mets plus de mots techniques que les gens vont comprendre. Mais surtout pas, on est bien d'accord. Mais justement, tu as des gens qui parlent avec leurs mots techniques et on en a, Dieu sait si on en a dans notre métier qui sont insupportables et qui puisent en anglais. Ah oui, en plus. C'est moi ce qui me rend fou, tu sais, tous ces CMO machin là, bon bref. Et objectivement, je me dis que quand tu discutes avec tes collègues, alors évidemment la culture de la maison tu l'as, quelqu'un qui arriverait d'ailleurs, je sais pas, de Carrefour par exemple, à mon avis nagerait pendant 3 ou 4 ans, voire 5 ans. Toi c'était déjà complexe alors que tu es dans la maison depuis longtemps et que tu sais de quoi tu parles. Mais la posture que tu as eue, parce que tu le disais, on arrive toujours à la fin, nous, la com. Ce qui est assez pénible, parce que ça nous fait faire des choses en 4e vitesse et parfois on peut se planter. Comme aussi on peut absolument très bien réussir, et comme on a l'habitude de travailler dans l'urgence et dans des conditions parfois difficiles, eh bien parce qu'on est des vrais professionnels, ça cartonne et personne ne s'est aperçu à quel point nous avons souffert. Exactement. Mais la posture que tu as, parce que tu es incontournable, il faut que Katia Luxin devienne totalement incontournable. Comment est-ce que tu fais toi en interne pour qu'on se dise Katia, c'est la nana avec laquelle on va parler de Get, non pas uniquement à la Défense, mais aussi dans 30 autres pays. Non, après, je pense que l'organisation de notre programme fait que la com devient incontournable. C'est-à-dire qu'on a bien compris l'adoption de façon générale, et la com fait partie de l'adoption, la conduite du changement. C'est indispensable au succès de la transformation et pour le groupe Engie et pour les pays. Donc aujourd'hui, je dirais que ce qui facilite vraiment mon activité, c'est que aujourd'hui, on a de quoi valoriser Get. C'est-à-dire qu'on a produit des outils, on a des témoignages à la clé, ce qui font qu'aujourd'hui, les pays, quand ils démarrent le programme, ils savent qu'ils doivent s'appuyer sur la communication pour pouvoir réussir. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix maintenant. Et parce qu'on sait que la communication, la plus tôt possible, le fait de faire des vidéos avec ce qu'on appelle, nous, les directeurs, les managing directors des pays, country managers chez nous, ça permet d'embarquer beaucoup plus tôt. Donc, c'est pour ça que le plan de communication qui est proposé dès le départ au pays, c'est se dire, pour embarquer les collaborateurs, pour être sûr que chacun se pose la question, comprenne le pourquoi, il y a des étapes de communication qui sont vraiment incontournables. Quand tu démarres, il faut pas oublier, quand tu démarres un projet, il y a toute la partie rédaction des processus qui est d'abord prioritaire. Et la communication, c'est vrai, était dans un second temps. Il fallait dire ce qu'on faisait, où est-ce qu'on en était. Il fallait rassurer aussi l'ensemble du groupe sur le programme avance à son rythme. Mais on avait moins de choses tangibles à valoriser. Aujourd'hui, on en a beaucoup. On a 5 pays qui sont déjà sous l'écosystème la solution Get. On a des témoignages vidéo, on a des chiffres clés qui montrent qu'effectivement les outils sont utilisés. Donc on peut démontrer aujourd'hui plus facilement avec la communication que ça fonctionne sur le terrain et que demain, quand ça arrivera dans le prochain pays, ça marchera tout autant. Mais parce qu'on a des choses aujourd'hui. Oui, parce que tu as des preuves. Parce qu'on a des preuves aujourd'hui, exactement. La première partie avec Katia se termine et rassurez-vous, elle revient très très vite. Ciao, ciao.